Terminal ES1, bonjour à tous. Bravo, félicitations toujours pour les travaux que vous me rendez, toujours à l'heure ou presque, et en tout cas pour une grande majorité d'entre vous, vous continuez à rester accrochés. Eh bien, félicitations, c'est formidable. J'essaye de répondre à tous en fonction de ce que vous m'envoyez. Peut-être que ça tarde un peu, j'en suis désolé. Chacun peut faire avec l'organisation dont il dispose. Concernant la suite du programme, aujourd'hui, un avant-dernier cours sur les intégrales. Nous allons corriger les exercices vus ensemble et on va parler de courbe de Lorentz et d'indice de Gini, qui est une utilisation de l'intégrale. Ça ne sera pas très long, vous aurez juste 2 exercices à me faire pour la prochaine fois. Sur ces histoires d'intégrales. La semaine prochaine, je fais un petit cours rapide sur le prolongement des fonctions intégrales pour faire bosser un peu les futurs ECE, futures éco-gestion. Et puis, on avancera sur le programme et il faudra finir un peu les probabilités. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps véritablement de faire des choses. Ça va être difficile de le faire à distance, mais on va tenter le coup. Il faut quand même que vous ayez quelques notions de ce qu'on appelle la loi normale. Et la loi uniforme, c'est essentiel pour ceux qui vont faire beaucoup de probabilités de statistiques l'année prochaine. Il faut quand même que vous ayez vu ça. Et puis ensuite, on aura, je crois, fait le tour sur l'ensemble du programme. Je n'ai pas trop sollicité les spécialistes, je l'avoue. Peut-être aurai-je l'occasion de vous demander quelques exercices avant le conseil de classe, mais de toute façon, sachez que pour le conseil de classe, on ne prendra en compte que les évaluations sur les points qu'on aura déjà travaillé ensemble en cours. C'est officiel, donc on en reparlera. Allez, c'est parti. Correction des exercices tout d'abord. La correction des exercices, la voici. Bien, intégrale entre deux courbes. Donc ça, ce sont les exercices que vous m'aviez fait pour la semaine dernière. On travaille toujours une semaine avec une semaine de décalage. Normalement, cette semaine, vous avez travaillé sur les probabilités et je récupère vos devoirs au fur et à mesure. Nous sommes lundi matin. À 79, intégrale et R. Alors, exprimer une intégrale, donc l'expression de l'intégrale entre les deux courbes, eh bien, c'est l'intégrale de la fonction représentée par la droite delta moins l'intégrale de la fonction représentée par la droite, la courbe rouge. Soit la droite ici, c'est la fonction qui a x associe x, donc c'est la fonction f de x égale x, et ici la fonction g de x égale ln de x. On exprime donc ça comme l'intégrale entre 1 et 3 de x dx moins l'intégrale entre 1 et 3 de ln de x. Ça s'écrit sous cette forme-là et que l'on peut regrouper sous une seule intégrale, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, intégrale entre 1 et 3 de x moins ln de x. Enfin, c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours. Avec une unité d'air, ça me fait l'air calculé, on essaye de trouver l'air qui correspond le mieux par rapport à tout ça. Donc la valeur d'une unité d'air, c'est 1 cm et 1 cm, ça fait 1 cm². Voilà. Question numéro 2. C'est vrai que je ne vous ai pas montré comment calculer une intégrale à la calculatrice, c'est pas fondamental. Si vous voulez le découvrir, vous regardez le manuel de votre... je vais approcher un peu le micro. Vous regardez le manuel de votre calculatrice ou vous regardez des tutoriels sur YouTube. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, je vous rappelle que vous devez sortir de l'année terminale en sachant calculer l'intégrale comme la différence de deux images par une primitive. Justifier que la fonction x ln de x moins x est une primitive, eh bien c'est toujours la même chose. Pour justifier que c'est une primitive, il suffit de dériver. On dérive et on obtient le résultat ln de x, donc x ln de x moins x est bien une primitive de la fonction ln de x. Que reste-t-il à faire pour calculer maintenant l'intégrale ? Eh bien je n'ai plus qu'à calculer ces deux intégrales à l'aide de primitives. La primitive, une primitive de x, c'est x carré sur 2. Et une primitive de ln de x, c'est la fonction x ln de x moins x qui nous est donnée dans l'énoncé. D'ailleurs, on l'a appelé grand G dans le corrigé. Donc, une primitive de x moins ln de x fait donc x carré sur 2 moins g de x. Soit x carré sur 2 moins x ln de x moins x, attention, avec le moins et la parenthèse, ça fait moins x ln de x plus x. Vous calculez maintenant grand f de 3 moins grand f de 1, puisqu'il s'agit de l'intégrale entre 1 et 3. Valeur exacte 6 moins 3 ln de 3 en centimètres carrés. Et vous obtenez ce calcul. Voilà, vous pouvez donner une valeur arrondie si vous voulez, mais donnez toujours la valeur exacte. 82.
Alors, le 82, j'avais pas mal dégrossi l'exercice, donc je vais aller vite. Retrouver la courbe de petit f. Eh bien, puisque vous avez la courbe rouge qui représente une fonction croissante de moins l'infini à 1 et décroissante de 1 à plus l'infini. La courbe C2, elle, est bien positive de moins l'infini à 1, puis négative de 1 à plus l'infini. C2 représente donc bien la dérivée de la fonction représentée par C1. C2 est donc petit f et C1 grand f. C'est ce qui est donné dans la première question. Déterminer la valeur exacte de l'intégrale entre moins 1 et 1, l'intégrale entre 0 et 1. Eh bien, l'intégrale entre 0 et 1 de petit f, c'est l'image par grand f de 1 moins l'image par grand f de 0. Or, puisque C2 est petit f et que la courbe rouge est grand f, il suffit de prendre les images de grand f de 1 moins l'image de grand f de 0. L'image de grand f de 1, c'est 3. L'image de grand f de 0, c'est 2. 3 moins 2 est égal à 1. C'est ce qui est donné ici. Question numéro 3. L'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx est égale à 3. Eh bien, c'est exactement la même chose. La courbe, c'est petit f. Entre moins 1 et 1, je vais regarder l'image de grand f de 1 moins l'image de grand f de moins 1. Grand f de 1, ça fait toujours 3. Grand f de moins 1 fait 0. Et donc, j'ai 3 unités d'air sous la courbe bleue entre moins 1 et 1. L'air n'est pas coloré ici, mais on l'imagine, entre moins 1 et 1 et sous la courbe bleue. 4. La fonction g dérivée, dont la dérivée est grand f. Alors, le lien, il est ici dans la question 4. Ça veut dire que g' est égal à grand f, que grand f' est égal à petit f. Par conséquent, si je dérive 2 fois g, j'obtiens petit f. Or, si c'est une question de point d'inflexion, ça nécessite d'étudier la convexité, soit le signe de g seconde. G seconde est petit f, et petit f est représenté par la courbe bleue. Petit f change de signe en x égale 1, ou alors la dérivée de petit g, c'est-à-dire grand f, change de variation en x égale 1. Par conséquent, la fonction g admet un point d'inflexion en x égale 1. La fonction g, qui n'est pas représentée ici, est donc convexe sur moins l'infini 1, puis concave sur 1 plus l'infini, puisque sa dérivée est représentée par la fonction rouge, croissante puis décroissante, et sa dérivée seconde par la fonction en bleu, positive, négative. Voilà pour le 82. Le 83. De la lecture. Alors il y a pas mal d'erreurs dans les corrigés qui sont fournis, donc j'ai corrigé tout ça. Avec la précision permise par le graphique, dresser le tableau de variation. On dresse le tableau de variation, et attention, la dernière image ici c'est 1,25. Vous lisez. Le coefficient directeur de la tangente en haut, eh bien la droite OA a un coefficient directeur abscisse, différence des ordonnées sur différence des abscisses. La différence des ordonnées c'est 2, différence des abscisses c'est 0,5. 2 sur 0,5 ça fait 4. On obtient donc f' de 0 égale 4, f' de 1 est égal à 0 car la tangente est horizontale. La droite OA a pour équation y égale 4x, puisque son coefficient directeur est égal à 4 et qu'elle passe par l'origine. Le point C est de coordonnées 1,75, 1,75. La partie de la courbe située sous la droite delta. Oui, f de x inférieur ou égal à x. F de x est inférieur ou égal à x. Je rappelle que cette droite-là, dont on va encore se servir aujourd'hui, delta d'équation y égale x, en fait, c'est la représentation graphique de la fonction qui à x associe x. L'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 2, l'image de 3, c'est 3, etc., etc. Par conséquent, si on veut f de x inférieur ou égal à x, il faut regarder la partie de la courbe de f qui est en dessous de la droite d'équation y égale x. Ici, c'est cette partie-là qui m'intéresse, par conséquent, c'est pour x compris entre 1,75 et 3,5. La question deuxièmement petit a, la convexité, eh bien la convexité c'est pareil, là c'est encore une erreur, oui. La convexité, j'ai oublié de la corriger, je vais la corriger tout à l'heure. La convexité, vous pourrez regarder ce document, je vais le mettre en ligne. La convexité, ici la fonction elle est concave, il semblerait qu'elle soit concave jusqu'au point C, donc en abscisse 1,75, puis convexe de 1,75 à 3,5. Donc ici, la question 1, on sait que la courbe traverse la tangente au point E. Non, ça ne traverse pas la tangente au point E, la tangente c'est au point C. Au point C d'abscisse 1,75. Donc la fonction est d'abord concave sur 0, 1,75 et convexe sur 1,75, 3,5. Donc on va changer cette partie-là. Donc ici c'est C et 1,75.
La question deuxièmement, petit a, voilà, ça c'est fait. Question deuxièmement, petit b, définir par une intégrale, bah, pas de problème. L'aire colorée, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Question C, en utilisant au mieux les éléments du graphique donné un encadrement de l'aire. Alors, vous regardez, vous pouvez compter les petits carrés. Vous observez qu'il y a 16 petits carrés dans une unité d'aire, donc chaque petit carré compte 1/16e. Vous comptez les petits carrés, vous pouvez utiliser par exemple la droite OF, et la droite, le segment OF et le segment FB qui va couper ces unités de manière plus facile. Dans le triangle OF, et puis ce point-là, vous en avez 6 petits carrés. Vous pouvez en ajouter 12 dans ce rectangle-là, et puis dans ce petit rectangle-là, de ce petit triangle rectangle-là, j'en ai 2. Ça me fait 20/16e à peu près. 20/16e, ça fait 1,25. C'est un peu plus que 1,25, donc on peut encadrer entre 1,25 et 1,5, c'est ce que la correction propose. L'une des trois courbes maintenant, la question la plus subtile, l'une des trois courbes représente graphiquement la primitive grand F de petit f s'annulant en 0. Donc ça veut dire que la courbe que j'ai sous les yeux est la dérivée de la fonction grand F que je cherche. Cette dérivée, elle est strictement positive, par conséquent, la primitive recherchée doit être strictement croissante. Donc, ça signifie que la courbe C3 ne peut pas convenir. Ensuite, plusieurs moyens d'aborder le problème. Vous avez ici, je vais aborder le problème de manière par la convexité. Ici, la dérivée que j'ai sous les yeux est croissante puis décroissante. Ça signifie que la primitive va être convexe puis concave. Convexe puis concave, eh bien c'est la courbe numéro 2 qui convient. Une autre manière, c'est celle qui est donnée dans l'énoncé. Ici, on veut que l'intégrale entre 0 et 1 soit comprise entre 1,25 et 1,5. Or, ici, ça signifie en fait que cette R, c'est égal à grand F de 1 moins grand F de 0. Or ici, grand F de 1 moins grand F de 0, grand F de 1 ça fait 1,2 moins 0, bah, ça fait 1,2, c'est trop petit. F de 1 moins F de 0, ça fait 1,3, c'est le bon graphique. C'est donc la courbe C2, soit par sa convexité, soit par l'image de 1, qui va me donner une primitive de la courbe F représentée ici. En déduire la valeur exacte de l'intégrale, eh bien on vient de le dire, puisque ici c'est la dérivée, l'intégrale, une primitive est représentée par la courbe C2, l'intégrale est donc donnée par grand F de 1 moins grand F de 0, soit 1,3 moins 0, 1,3 unité d'air. Ils n'ont pas mis l'unité d'air, ils sont vilains. Voilà. Je passe ensuite au 106, un petit peu plus subtil et un petit peu plus long, mais là ça nécessite aussi un petit peu d'effort. Conjecturer la convexité de F. D'abord concave, de moins l'infini, on est sur R, donc de moins l'infini à 2, puis convexe de 2 à plus l'infini. Vous regardez ce qui se passe ici, vous faites pause sur la vidéo. Le calcul de la dérivée, pas de problème. Attention, u'v moins uv' pour obtenir moins x exponentielle moins 0,5x. Le signe de cette dérivée, l'exponentielle étant strictement positive, on est du signe de moins x. Par conséquent, c'est positif pour x négatif et négatif pour x positif. Ça justifie bien que la fonction est donc croissante, puis décroissante avec un changement de variation en x égale 0. On vous donne la dérivée seconde. Étudier le signe de la dérivée seconde, ça dépend du signe de 0,5x moins 1, puisque l'exponentielle est strictement positive. Vous avez donc un changement de convexité en x égale 2, ce qui donne une fonction bien concave sur moins l'infini 2, excusez-moi j'ai bugué, et une fonction convexe sur 2 plus l'infini en fonction du tableau de signes de 0,5x moins 1. Question 2. Voilà, donc vous répondez à ça. Question 2. Alors, on veut l'aire entre les deux courbes, là, par ce petit bec d'oiseau, entre 0 et 2. Pas de problème. Alors, première étape, calculer, résoudre algébriquement l'équation h de x égale 0. Bien, si vous regardez h de x, c'est f de x moins g de x. Alors, première possibilité, on factorise et on résout. Deuxième possibilité, c'est ce qu'il propose dans la correction. F de x moins g de x égale 0, si et seulement si f de x égale g de x. Ça vous fait écrire 4 plus 2x exponentielle moins 0,5x est égal à 4x exponentielle moins 0,5x. On simplifie les exponentielles pour obtenir, après résolution, x égale 2.
Ceux qui ont voulu factoriser par l'exponentielle d'abord, eh bien vous l'avez un exemple dans la question 2b. 4 plus 2x exponentielle moins 0,5x, moins 4x exponentielle moins 0,5x. Après factorisation de l'exponentielle, j'obtiens 4 plus 2x moins 4x, soit 4 moins 2x. En résolvant ça égale 0, l'exponentielle n'étant jamais nulle, on a juste 4 moins 2x égale 0 étant possible, soit x est égal à 2. Le signe de 4 moins 2x est positif sur moins l'infini 2, négatif sur 2 plus l'infini, vous faites votre tableau. Vous obtenez donc que, ce qui signifie que h est positif de moins l'infini à 2, comme h est égal à f moins g, ça signifie que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g de moins l'infini à 2, et ensuite la courbe de f est en dessous de la courbe de g sur 2 plus l'infini. Si je veux calculer l'aire entre 0 et 2, ça signifie qu'il faudra que je fasse l'aire de l'intégrale de f de x moins g de x pour pouvoir avoir une aire positive. Une fois qu'on a étudié le signe, on nous donne une primitive, on ne nous demande pas de justifier, par contre, alors ce symbole-là, je vous l'ai expliqué, je ferai un cours la semaine prochaine sur ces intégrales de 0 à x, mais ça signifie que ceci est une primitive, c'est la primitive qui s'annule en x égale 0, c'est une primitive de petit h. Je vais donc utiliser cette primitive pour calculer l'aire exacte entre 0 et 2 sous les courbes, c'est l'intégrale de f de x moins g de x dx, soit l'intégrale de h de x entre 0 et 2. Intégrale de h de x entre 0 et 2, c'est grand h de 2 moins grand h de 0, la fonction grand h est donnée par cette fonction ici de l'énoncé, soit 8 exponentielle moins 1. A est égal à 2,94 unités d'air à peu près, puisqu'on me demande une valeur arrondie à 0,0 après. Voilà pour les exercices, c'est un petit peu lapidaire, ça va vite, mais vous aurez le document en ligne et puis vous pouvez regarder sur la vidéo et regarder en détail ce qui a été ou pas. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tous les documents que vous m'avez rendus, j'essaye de le faire d'ici demain, je vous promets. Bien, pour la suite, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer ce qu'est une courbe de Lorentz, un indice de Gini, et je vous laisserai faire les deux exercices pour la semaine prochaine, lundi 23h59 comme d'hab. Alors, c'est parti, je vais vous demander de prendre votre livre. Voilà. À la page 168. Vous avez votre livre à la page 168, si je vais trop vite, encore une fois, bien évidemment. Vous faites pause. Alors, on commence par la définition d'une courbe de Lorentz. Elle est donnée magnifiquement dans cet exercice 115, page 169. J'ai dit page 169. Bon, bref, page 169. 115, page 168, 169. Une courbe est dite de Lorentz lorsqu'elle est définie sur l'intervalle 0,1, lorsque l'image de 0 égale 0 et l'image de 1 est égale à 1. Deuxièmement, il faut qu'elle soit croissante et convexe sur l'intervalle 0,1. Et troisièmement, il faut que x, pour tout x compris entre 0 et 1, la fonction soit inférieure ou égale à x. Alors, qu'est-ce que ça donne graphiquement? Une courbe de Lorentz. Ça donne ceci. Une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0,1, l'image de 0 égale 0, l'image de 1 égale 1, et vous avez trois exemples de courbes de Lorentz donnés dans cet exercice. Et il faut qu'elle soit convexe, et qu'elle soit en dessous de la droite y égale x, c'est-à-dire g de x inférieur à x. G de x inférieur ou égal à x, je vous rappelle, c'est la droite qu'on a appelée delta là dans d'autres exercices. L'image de 0,5 c'est 0,5, l'image de 1 c'est 1. La fonction g aura une image ou la fonction f aura une image inférieure à x si la courbe est en dessous de cette droite d'équation y égale x. Une courbe de Lorentz doit remplir donc ces trois conditions. L'image de 0 égale 0, l'image de 1 égale 1, strictement croissante et convexe, et en plus elle doit être en dessous de la droite y égale x. Dans cet exercice 115, vous allez avoir deux exemples de courbes de Lorentz. Il va falloir montrer que ce sont des courbes de Lorentz, c'est-à-dire voir si ces fonctions ont bien les critères demandés. À quoi servent les courbes de Lorentz? Les courbes de Lorentz servent à définir une répartition plus ou moins inégalitaire de ressources au sein d'une population. Pour comprendre un petit peu mieux cette utilité de la courbe de Lorentz, je vais vous renvoyer à la page 159 de votre livre. Voilà. Et nous allons regarder l'exercice 92, qui sera un autre exercice à faire. Voilà un exemple de courbe de Lorentz.
Et on nous dit que ça étudie la répartition des revenus disponibles par ménage en France en 2008 sur l'ensemble de la population. Dans cette représentation-là, avec une courbe de Lorenz, sur l'axe des abscisses, vous avez la part cumulée des ménages, c'est-à-dire ici les 20% des ménages aux revenus les plus faibles, les 40% des ménages aux revenus les plus faibles et les 60% des ménages aux revenus les plus faibles. Et sur l'axe des ordonnées, nous mettons la part cumulée des revenus disponibles de ces ménages. Il faut donc bien comprendre que c'est cumulé, c'est-à-dire, ici, si je prends par exemple ce point-là, à peu près, de coordonnées 0,4, 0,2, signifie que 40% des ménages aux revenus les plus faibles possèdent 20% des salaires cumulés, 20% des ressources, des revenus disponibles, 20% des salaires cumulés. Des revenus, pardon, on va être précis, on va parler de revenus. 80% des revenus les plus faibles possèdent moins de 60% des revenus cumulés. Ce qui signifie, si je lis maintenant le graphique dans l'autre sens, les 20% des revenus des foyers les plus riches, les 20% des foyers les plus riches possèdent plus de, ce qui reste jusqu'à 100%, plus de 40% des revenus. C'est la part cumulée des revenus. Donc, on a ici une courbe qui va représenter justement cette répartition inégalitaire, plus ou moins inégalitaire, des revenus. 20% de la population ne possède que, ici on a 9 ou 8% des revenus cumulés. 60% de la population aux revenus les plus faibles ne possède que 39 ou 38% des revenus cumulés. La droite delta, elle représente une représentation idéale, une répartition idéale, égalitaire, soit 20% possèdent 20%, 40% possèdent 40%, 60% possèdent 60%, etc., etc. La courbe de la répartition de ce que nous étudions, ça peut être les revenus, ça peut être différents types de ressources, les ressources agricoles par rapport à la taille des exploitations. Cette courbe-là, en fait, va représenter cette inégalité. Alors la première question que je vais vous poser, c'est la comparaison. Voilà. Je vais revenir à l'exercice 115 et regarder ces deux répartitions. Imaginons que ces courbes représentent justement des répartitions plus ou moins inégalitaires. Vous avez une courbe bleue qui est donnée ici, en lisant par exemple, si je prends le point d'abscisse 0,5, 50% de la population aux revenus les plus faibles ne possède que, on a moins de 25%. Et on a ici la courbe rouge qui donne une autre répartition. 50% de la population qui ne possède que à peu près 7%. Non, un peu plus de 7%. 12% des revenus. Alors la question c'est la courbe rouge ou la courbe bleue, parmi la courbe rouge et la courbe bleue, laquelle représente une répartition plus inégalitaire que l'autre? La réponse est facile. Je vous laisse 3 secondes. 2, 1. Gagné. Oui, c'est la courbe rouge qui représente une répartition plus inégalitaire que la courbe bleue. Puisque, pour la courbe rouge par exemple, 50% de la population ne possède que 12% des ressources, alors qu'avec la courbe bleue, 50% de la population possède plus de 20% des ressources. Ça reste inégalitaire, mais ça reste moins inégalitaire. Question, comment va-t-on comparer ce caractère inégalitaire de la répartition des ressources entre ces deux domaines? Quel calcul on va bien pouvoir faire? Eh bien, la réponse, elle vient avec la notion d'intégrale. Je reviens à l'exercice, page 159. La réponse, elle est ici. Nous allons calculer l'aire entre la droite y égale x de répartition pseudo-idéale et la courbe qui représente l'inégalité, qui représente la répartition de ce que j'étudie. Ici, la répartition des revenus en fonction des ménages. Eh bien, je vais calculer l'aire qu'il y a entre ces deux courbes. Et vous aurez compris que plus l'aire entre ces deux courbes est importante, plus la répartition est inégalitaire. Plus l'écart qu'il y a entre la courbe et la répartition y égale x est important, plus la répartition est inégalitaire. Ça va permettre, ce calcul d'aire là, va permettre de comparer deux répartitions pour savoir si ces répartitions sont plus ou moins inégalitaires d'un pays à l'autre, par exemple.
Alors, qui dit calcul d'air dit bien évidemment calcul d'intégrale. Et donc on va avoir besoin de calculer l'intégrale de cette fonction qui représente cette répartition entre 0 et 1. Mais comme vous le savez, l'intégrale ne calcule pas l'air entre les deux courbes, l'intégrale calcule l'air sous la courbe. Il va donc falloir faire un petit calcul pour calculer cet air entre les deux courbes. Avant de vous donner un exemple, dernier point qui va nous amener à ce qu'on appelle l'indice de Gini, mathématicien italien, économiste italien. L'indice de Gini va nous calculer donc l'air entre les deux courbes, mais il ne va pas se contenter de calculer l'air entre les deux courbes. L'indice de Gini, c'est un petit peu plus subtil. Cet indice de Gini, il calcule le rapport entre l'air entre les deux courbes et l'air total du grand triangle OAB. Il calcule, je le rappelle, l'air entre les deux courbes divisé par l'air total du triangle OAB. Le rapport entre cet air et l'air total du triangle. Imaginez une courbe très inégalitaire qui s'écrase complètement sur l'axe des abscisses et qui repart très vite sur l'axe des ordonnées jusqu'au point A, signifiant que 80% de la population possède très peu et que les derniers 20% de la population les plus riches entre guillemets possèdent la quasi-totalité des ressources. On aurait ici une courbe représentant une répartition extrêmement inégalitaire. L'air entre l'axe delta y égale x et ma courbe très inégalitaire serait très proche de cet air du triangle là. Ainsi, 100% de l'air du triangle représente une très forte inégalité, alors que si je calcule le pourcentage de cet air là coloré par rapport au triangle, eh bien si cet air est très faible par rapport à l'air total du triangle, ça signifiera que la courbe est très proche d'une situation égalitaire idéale et donc que la répartition est peu inégalitaire. L'indice de Gini est défini comme l'air entre la courbe et la droite divisé par l'air du triangle OAB. Deuxième question, quel est l'air du triangle OAB en unité d'air ? Vous avez une unité d'air ici, une unité d'air ici. L'air total du triangle OAB représente combien d'unités d'air ? 3, 2, 1. Je vous remercie, bien sûr, puisque le carré de côté 1 représente une unité d'air, le triangle OAB représente exactement 0,5 unités d'air. Il me faut donc calculer cet air orange et diviser par l'air total du triangle, c'est-à-dire diviser par 0,5, pour avoir ce fameux indice de Gini. Démonstration sur ici une représentation donnée. J'ai repris la fonction de l'exercice 115. Vous avez en rouge l'air dont j'ai besoin pour pouvoir calculer l'indice de Gini, mais vous avez en bleu l'air que je sais calculer par une intégrale. L'air bleu que j'ai donné ici, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ma fonction f qui représente ma répartition. L'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, je vais l'appeler a, cet air bleu. L'indice de Gini, comment le calculer ? Eh bien l'indice de Gini, c'est l'air rouge divisé par l'air total du triangle, soit 0,5. Mais comment calculer l'air rouge ? Eh bien en faisant x moins f de x et en calculant l'intégrale de x moins f de x, exactement comme on a fait dans l'exercice qu'on a corrigé tout à l'heure. Il y a une autre manière d'aborder le problème, c'est tout simplement de dire, ok, puisque je sais calculer l'air bleu par l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, l'air rouge, c'est tout simplement l'air total du triangle moins l'air bleu. Et évidemment, l'air rouge plus l'air bleu, ça fait exactement 0,5 unités d'air. Cet air rouge dont j'ai besoin, c'est donc 0,5, l'air total du triangle, moins l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Je fais donc 0,5 moins l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, mais attention, l'indice de Gini, c'est cet air-là rouge par rapport à l'air total du triangle, soit 0,5 moins divisé par 0,5. Ce calcul-là est un petit peu pénible, il n'est pas très joli avec des 0,5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2 en haut et en bas. En bas, 0,5 fois 2 fait 1, donc la division n'apparaît plus. Et par contre, en haut, 0,5 fois 2 fait 1, moins 2 fois l'air entre 0 et 1.
calculé par l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Ainsi, l'indice de Gini, ce truc-là qui est un peu bizarre, c'est un gamma. On utilise la lettre gamma minuscule pour symboliser cet indice de Gini. Cet indice de Gini, c'est égal à 1 moins 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Vous pouvez vous refaire ce petit schéma là pendant tout le temps qui vous est nécessaire. Voilà ce que je vous demande pour la semaine prochaine. Tout d'abord, dans l'exercice 115, page 169, vous avez le rappel de la définition d'une fonction, d'une courbe de Lorentz. On vous donne deux exemples de courbes de Lorentz, la fonction f et la fonction g. En fonction des questions qui sont posées, on vous demande de montrer que ces deux fonctions sont bien des courbes de Lorentz, que l'image de 0 égale 0, l'image de 1 est égale à 1, qu'elle est croissante, donc dérivée, qu'elle est convexe, donc dérivée seconde, et on vous demandera en plus de vérifier que L de x est inférieur à la fonction f de x est inférieure à x. Je vous laisse vous débrouiller pour voir comment. Dans la partie C, on vous montre que ces deux fonctions représentent justement des indices de concentration ou des indices de répartition, et on vous demande justement à la suite de calculer cet indice de Gini. Alors on le rappelle, l'indice de Gini c'est 1 moins 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de ces fonctions. On vous demande de déterminer des primitives, on vous demande de calculer certaines intégrales. Pour la deuxième fonction, on vous donne l'intégrale avec la calculatrice, puisque vous n'êtes pas censé savoir calculer une primitive de cette fonction-là. Et on a une interprétation, plus l'indice de Gini est petit, plus la répartition des salaires dans l'entreprise est égalitaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc on vous demande de comparer, c'est une évidence, laquelle des deux entreprises, on vous demande quelle entreprise parmi ces deux entreprises est la plus égalitaire, entre guillemets. Exercice 169 dans sa totalité, et exercice 115, page 169, je veux aller trop vite, dans sa totalité, et ensuite dans la page 159, l'exercice 92, avec l'image de 0, l'image de 1, déterminer une primitive de grand F, calculer l'intégrale. Alors, il y a la question 3a qui est un petit peu plus subtile. Là, je vous demande de faire un petit effort de recherche. On vous donne une autre manière de calculer l'indice de Gini à l'aide de la primitive, d'une primitive de la fonction petit f. 1 moins 2f de 1 plus 2f de 0. D'où vient cette formule-là? En réfléchissant un peu, là pour les professionnels, ça devrait bien se passer. Voilà, et on a une question ouverte, voilà comment on travaille. Ça sera vos derniers exercices sur les intégrales. L'utilisation de cette courbe de Lorentz et d'indice de Gini. Pour tous ceux qui vont faire de l'écogestion, c'est fondamental que vous maîtrisiez quand même ces notions de courbe de Lorentz et d'indice de Gini. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour attaquer, on va essayer d'attaquer les lois de probabilité continue. Ça va être un peu chaud à distance, mais je compte sur vous pour vous accrocher. Bon courage à tous et à toutes et continuez à m'envoyer votre travail.